Présentation à Abidjan du nouvel opérateur mobile monnaie africain Wave, une plateforme numérique pour optimiser le dépôt, le retrait et l'envoi de fonds à taux réduit. Assemblée générale de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés. Et puis rencontre de la Société de distribution de produits pétroliers de Côte d'Ivoire avec les chefs d'entreprise ce mardi 26 mai à Abidjan. Bienvenue, Madame, Monsieur. Wave, c'est le nom du nouvel opérateur mobile monnaie africain qui a lancé ses activités en Côte d'Ivoire. Ce mardi à Abidjan, Wave a été présenté au public et à l'ensemble des hommes des médias au cours d'un panel. Il s'agit d'une plateforme numérique ou encore d'une application mobile qui optimise le dépôt, le retrait et l'envoi des fonds à des taux réduits. Le reportage est signé Mondésir Nessimanto et Ismaël Doza. Wave, nouvel opérateur mobile money, a lancé officiellement ses activités en Côte d'Ivoire. Face au public et aux hommes de médias, les responsables de ce nouvel opérateur mobile money dédié à l'Afrique. Ils sont venus présenter Wave, plateforme numérique ou encore une application mobile permettant des services financiers inclusifs et à taux réduit. Après leur installation réussie au Sénégal, cette fintech a désormais posé ses valises en Côte d'Ivoire où elle compte dynamiser et accélérer l'inclusion financière. Au Sénégal, on a réussi à avoir une forte croissance, à inclure beaucoup de gens financièrement exclus à travers nos services qui sont très hautement technologiques, très faciles d'utilisation, très accessibles financièrement, parce que nous avons les dépôts et les retraits gratuits et le transfert à 1%, qui permet en fait à toutes les couches de la population d'utiliser des services financiers à partir de leur téléphone. Et c'est ce que nous comptons faire en Côte d'Ivoire. Donc au Sénégal aujourd'hui, un citoyen sénégalais peut épargner de l'argent sur son compte Wave gratuitement. On espère qu'un jour ce compte pourra être rémunéré. Un citoyen sénégalais peut payer ses factures gratuitement parce que nous pensons qu'il ne faut pas payer pour payer ses factures. L'application Wave se trouve être l'une des 3 premières applications les plus téléchargées en Côte d'Ivoire devant WhatsApp. Elle s'adosse entre autres à une infrastructure technologique sophistiquée et sécurisée. Wave s'appuie sur les numéros MSSDN, c'est-à-dire le numéro téléphonique de chaque utilisateur, donc qui est déjà régi par un code et qui est régi aussi par l'ensemble des telcos. Donc tant que vous aurez votre numéro de téléphone, vous serez accessible via l'application Wave, même si vous changez d'opérateur. Ça, c'est le premier point. Sur la partie technique, nos serveurs sont hébergés dans le cloud, qui sont entièrement sécurisés par le data center. Donc c'est un data center qui ne se trouve pas physiquement en Côte d'Ivoire et qui est sécurisé par l'ensemble de nos ingénieurs. C'est sur la base des data centers de la Silicon Valley. On a le même niveau de sécurité que des sociétés telles que Microsoft et autres. Wave se positionne comme un portefeuille électronique plus simple et plus pratique, permettant à un abonné de téléphonie mobile d'avoir un compte bancaire sur son terminal à partir duquel il peut effectuer des transferts ou recevoir de l'argent. La Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés UEMOA était en assemblée générale ordinaire et élective. Un rendez-vous intervenant tous les 2 ans pendant lesquels la fêtière fait le bilan de la gestion écoulée, se projette dans l'avenir et procède au renouvellement des instances dirigeantes. Emmanuel Bonzo et Augustin Kra. Cette assemblée générale ordinaire de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA met un terme à 2 ans de mandat pour l'équipe sortante. Sous la conduite de Sondo Nignan Azaratou, présidente de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso, des actions ont été menées pour faire vivre la fêtière. Cette rencontre est donc l'occasion de dresser un bilan, échanger sur les difficultés, entrevoir l'avenir de la fédération et renouveler les instances dirigeantes. Le bilan des 2 années écoulées, je dirais qu'il y a de la satisfaction là-dedans parce que nous avons pris la présidence en mars 2018 et juste après, on a eu la pandémie à Covid-19, ce qui n'a pas permis d'être sur le terrain comme on le souhaitait. Mais la technologie aidant, nous avons beaucoup œuvré à travers la concertation à distance. Et Dieu faisant, on a pu quand même, en tout cas, engranger des résultats en matière de défense des intérêts du secteur dans l'UEMOA. Dans le cadre donc de la présidence tournante, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de prendre les rênes de la fédération. Il sera dirigé par Didier Logon,
président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Tout comme son prédécesseur, il a un mandat de 2 ans afin de contribuer à la mission de promotion d'un secteur de la microfinance professionnelle responsable et inclusif. Il y a un dynamisme aujourd'hui qui est perceptible. On est à plus de 500 SFD dans l'espace UEMOA. On espère en tout cas qu'il y aura d'autres initiatives. Aujourd'hui, avec l'arrivée du digital dans le mode de fonctionnement, c'est de nouveaux challenges qui vont entrer en vigueur. Et donc, on s'inscrit résolument dans cette vision des choses. Et pour nous, il s'agit de passer aujourd'hui de 2 millions de clients dans l'espace à peut-être 4 millions dans les 2 prochaines années, voire les 3 prochaines années. Dans l'espace UEMOA, les microfinances sont dynamiques. Leurs actions et opérations contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elles doivent être soutenues pour une inclusion financière accrue, raison pour laquelle le gouvernement ivoirien sera attentif aux conclusions de ce Conseil fédéral. Les services de microfinance ont joué un rôle et continuent de jouer un rôle prépondérant dans l'autonomisation économique et le bien-être des populations vulnérables. À cette Assemblée générale ordinaire et élective, il a été aussi renouvelé le secrétariat exécutif de l'organisation et les membres du bureau fédéral. Les travaux ont permis également l'examen et l'adoption des rapports d'activité et des états financiers ainsi que l'élaboration d'une feuille de route et du budget prévisionnel pour l'année 2021. Et on part toujours d'associations et cette fois avec celle des cautions nationales TRI-CEDEAO qui a tenu sa 17e Assemblée générale à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire les 26 et 27 mai dernier. C'était l'occasion pour l'association de faire le bilan de ses activités et d'en dégager les perspectives. Cette 17e AG était sous le coparrainage du ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports et sous la présidence du ministre du budget et du portefeuille de l'État. Fulgence Canon, Tima Traoré et Zeynab Dosso nous font le point. Désignés par chaque État membre pour fournir aux soumissionnaires en douane les garanties exigées par les cautionnements des carnets TRI-CEDEAO, la caution nationale tient sa 17e Assemblée générale. Tout récemment, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire a souligné qu'il s'agit de se mettre ensemble et mener des réflexions pour la mise en place d'une structure fiable qui rassure les autorités douanières des États membres. On trouve une solution qui garantisse à toutes les parties prenantes, en tout cas, j'allais dire, les intérêts que nous défendons ensemble, c'est-à-dire garantir les recettes de nos pays. Emmanuel Yoda, président du bureau de la coordination des cautions nationales, a fait un tour d'horizon de l'histoire des cautions nationales. Cet organe qu'il dirige a été mis en place conformément à l'accord additionnel liant les cautions nationales chargées de la garantie des opérations de transit routier inter-État des marchandises au sein de la CEDEAO. Il s'agit d'un mécanisme visant à supprimer la succession des procédures douanières est fondé sur 3 conditions de base, à savoir la levée d'une déclaration unique du ressort des douanes, le système d'agrément des moyens de transport du ressort de l'administration de transport ou parfois des douanes selon les pays, et le mécanisme de garantie unique du ressort des cautions nationales et établissements financiers. Au cours de ces travaux, chaque caution nationale a présenté l'état de mise en œuvre du TRI par écrit. Les travaux ont également été ponctués par la présentation du rapport d'activité et du rapport financier 2021, sans oublier le partenariat comme stratégie de résilience des cautions nationales. L'adoption du programme d'activité 2021 et l'adoption du budget 2021 ont aussi été les autres points majeurs de cette 17e Assemblée générale des cautionnements des carnets TRI-CEDEAO. Ce jeudi à Abidjan, le cabinet d'expertise PDCP a présenté à son partenaire BNI son habilitation délivrée par la RTCI. C'est un document autorisant ce cabinet à accompagner la BNI dans son processus de mise en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Sur ces images, Damessi Martial, directeur des opérations du cabinet expertise PDCP, remettant ce jeudi à Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI, un lot de documents. Il s'agit de l'habilitation de la RTCI décernée au cabinet expertise PDCP. C'est un document autorisant le cabinet expertise PDCP
a accompagné la BNI dans son processus de mise en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Il s'agit essentiellement à ce niveau de formation, d'audit de situation et de demande de traitement en matière de manipulation des données à caractère personnel générées par l'activité entre la BNI et ses usagers. Au cours de cette rencontre dédiée à la présentation de cette habilitation, plusieurs points ont été abordés entre les deux partenaires historiques. Dans le cadre de cette séance, la venue également présenter notre habilitation à la BNI. Il faut savoir que seule la RTCI a le pouvoir d'habiliter une structure à intervenir dans le domaine, à assister les entreprises et les administrations publiques en matière de protection des données personnelles. Donc la RTCI nous a renouvelé sa confiance en nous octroyant une habilitation de traitement, en tout cas une habilitation pour intervenir dans les entreprises qui traitent les données à caractère personnel. Donc nous sommes venus formellement présenter donc au DG de la BNI cette habilitation-là. La relation entre le cabinet expertise PDCP et la BNI date de 2019. 2 ans après, les fruits ont porté la promesse des fleurs. Le 17 mars 2021, la BNI a reçu à travers la décision numéro 2020-0624 de la RTCI l'autorisation de traitement de données à caractère personnel. Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI, salue le mérite du cabinet expertise PDCP et annonce de beaux jours pour cette fructueuse collaboration. Alors, ce sont de très bonnes relations, des relations professionnelles, un cabinet qui nous a accompagnés justement dans le processus d'accréditation pour être conforme justement à l'ensemble de la réglementation en la matière. Et donc, c'est de très bonnes relations, une collaboration qui s'est très bien passée avec l'ensemble de nos collaborateurs. Il est bon de rappeler que les données à caractère personnel sont des informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro ou à plusieurs éléments qui lui sont propres. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au Plateau abrite depuis ce vendredi la 2e édition des journées éco-énergie. 3 jours durant, les professionnels du secteur vont sensibiliser les populations afin que chaque citoyen soit un acteur de la transition énergétique, réfléchir au développement du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le compte-rendu de Walter Kofi, Ismaël Douza et Zeynab Dousso. Dans une période où la Côte d'Ivoire connaît une grave crise énergétique, parler d'économie d'énergie tombe à point nommé durant 3 jours. La capitale économique ivoirienne abrite la 2e édition des JN Éco Énergie, des journées dédiées à la promotion de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire, des PME vertes et du développement durable. Il s'agira pour cette édition de mettre en évidence la contribution des PME locales à garantir à travers leurs produits et services un accès énergétique fiable pour tous. Cette 2e édition découle d'une synergie entre l'Association ivoirienne des énergies et de l'efficacité énergétique AIERN, la plateforme des associations de PME en efficacité énergétique et la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables du Maroc, FENLEC. C'est vraiment donner une pédagogie en termes d'économie et d'autonomie énergétique à la population ivoirienne. Les amener à économiser l'énergie, les amener à savoir produire leur propre électricité en ces temps de délestage. Le ministère encourage fortement ces genres de rencontres et il est impliqué, le ministre, comme je l'ai dit, est impliqué personnellement dans cette 2e édition. La cérémonie a été marquée par une signature de convention entre la plateforme des associations de PME en efficacité énergétique et énergie renouvelable et la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire en vue d'une protection des consommateurs. Nous pensons qu'il est temps maintenant que nous facilitons l'accès à l'énergie solaire, l'accès à l'énergie, haute source d'énergie que ce que nous avons l'habitude de voir aux consommateurs. Après les échanges, ça a ensuite été l'étape de la visite des stands des entreprises et PME marocaines et ivoiriennes qui, à travers cette exposition, proposent leurs produits et services en matière de gestion énergétique. Donc nous, on s'est aperçu à la longue que les installateurs avaient des soucis à tout réunir. Donc, c'est-à-dire que nous avons trouvé des kits qui servent en on-grid, off-grid, agriculture et sur le dessalement de l'eau.
Population et professionnels du secteur énergétique sont donc attendus les 27, 28 et 29 mai à la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau afin de s'approprier les solutions en matière d'efficacité énergétique. La société de distribution de produits pétroliers Petro-Ivoire a organisé une rencontre avec les chefs d'entreprise ce mercredi 26 mai au sein même de l'entreprise située à Abidjan-Vridi. Son directeur général Sébastien Kadio Morocco a eu l'occasion d'échanger avec l'ensemble des participants sur les valeurs et principes fondamentaux qui ont fait la réussite de cette compagnie ivoirienne, aujourd'hui leader sur le marché de la distribution du gaz butane. Le reportage de Walter Kofi et Marius Seri. Une vingtaine de chefs d'entreprise ont fait une incursion au cœur de la compagnie pétrolière Petro-Ivoire. Le parcours a débuté par la visite du point de stockage géré par la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers, SAEP. Composé de 3 sphères contenant 1500 tonnes de gaz de butane chacune, c'est ici que la clientèle, notamment grossistes et industries, viennent se ravitailler. Ensuite, le cap a été mis en direction du centre remplisseur où sont remplis par jour environ 75 000 bouteilles de gaz B6 et B12 destinées aux ménages. Après avoir fait le tour de l'aspect opérationnel de l'entreprise, la délégation a été accueillie par Sébastien Kadio Morocco, directeur général de Petro-Ivoire. Autour d'un partage d'expériences, il a entretenu l'assistance sur les valeurs et fondamentaux qui ont fait la réussite de cette entreprise ivoirienne pétrolière, leader national en distribution de gaz butane, avec 25% des parts du marché. Pour lui, la réussite d'une entreprise réside dans la dynamique du savoir-faire à travers la recherche de la qualité et de la compétence. Et nous avons pu faire j'ai pu faire un partage d'expérience des bonnes pratiques que nous pouvons avoir au sein de Petro-Ivoire et puis aussi partager certaines valeurs qui nous paraissent importantes comme des valeurs d'intégrité, des valeurs d'abnégation au travail, ces valeurs aussi de travail acharné comme je le disais, pour pouvoir avoir un lot d'entreprises ivoiriennes, de PME ivoiriennes de plus en plus performantes. Les participants à cette incursion, pour la plupart patrons de PME, sont repartis enrichis de ces échanges. Ils entendent s'inspirer de ce champion national. Elle a demandé à échanger avec des entreprises ivoiriennes locales pour voir ce que nous pouvons faire. Donc nous sommes très heureux de ce partenariat-là. Je trouve que c'était vraiment très bien. Les conseils que le DG nous a donnés étaient des conseils très constructif. Et je souhaiterais que ce genre d'initiative encore se répète. Fondée en 1994 par l'Ivoirien Mathieu Kadio Morocco, Petro-Ivoire est une entreprise citoyenne spécialisée dans la distribution de produits pétroliers. Dirigée depuis 2010 par Sébastien Kadio Morocco, la compagnie possède aujourd'hui 76 stations et 500 employés, ainsi que 3 sphères de stockage de 4500 tonnes de gaz de butane. Elle envisage de se faire accompagner d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise locaux dans l'exportation du label Ivoire au-delà des frontières ivoiriennes. Dans le cadre de la célébration de son 60e, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA déroule toute une série d'activités. Parmi elles, l'ouverture à Abidjan de l'Université d'été africaine d'économétrie, une grande première sur le continent. Le reportage de Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. Ils sont 50 apprenants à intégrer l'Université d'été africaine d'économétrie qui ouvre ses portes à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA d'Abidjan. En provenance de pays africains et non africains, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, France, Italie, Canada, USA, Nigeria, Sénégal, Maroc, ces participants viennent doper leurs connaissances dans cette institution pointue dans le domaine de l'économétrie. Je pense que cette formation me permettra non seulement d'approfondir mes connaissances en méthode économétrique, mais aussi ça me permettra de rencontrer des chercheurs avec qui je pourrai discuter de mes questions de recherche. Et cela nous permettra ici de pouvoir être vraiment à la frontière de la recherche entre tout ce qui concerne l'économétrie.
L'ouverture de l'institution universitaire d'été africaine d'économétrie sur le site de l'ENCA renforce le label d'excellence de cette école de référence en matière de formation des meilleurs dans les statistiques sur le continent. Une fierté pour son directeur général d'offrir une telle opportunité de formation. Cette université d'été, c'est donc la première du genre en Afrique. Et comme je le disais, nous sommes pratiquement fiers d'habiter cette université d'été et qui s'inscrit dans le cadre des activités normales de formation de l'ENCA. C'est de donner donc les nouveaux développements dans ces matières-là à des jeunes chercheurs, à des jeunes doctorants pour donc renforcer leurs capacités afin de produire une analyse économique fondée sur donc, des techniques solides en statistique et en économie. L'ouverture de l'Université d'été africaine d'économétrie de l'UNCA s'inscrit dans un chapelet d'activités marquant le 60e anniversaire de cette école. La Jeune Chambre internationale Émeraude a organisé un séminaire de formation en entrepreneuriat et leadership féminin. Cette formation vise à équiper les femmes en matière d'entrepreneuriat pour une autonomisation réussie. Fulgence Canon, Iliane Kouassi et Zéna Dosso. Comment améliorer le savoir-faire de la femme? C'est le sens du Forum de l'entrepreneuriat et le leadership féminin, initié par la Jeune Chambre internationale Émeraude. Venues de différents horizons et opérant dans divers secteurs d'activité, ces femmes ont répondu massivement à l'appel de la présidente exécutive 2021 de la JCI, Céa Lydie Marie-Laure. La Jeune Chambre internationale est une organisation qui œuvre pour le bien-être des communautés. Et nous estimons qu'une femme leader, une femme entrepreneur dans la société, c'est une société qui avance. Alors donc ce forum-là est fait pour valoriser les compétences féminines dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et plus tard aboutir à l'autonomisation des femmes dans notre pays. L'oratrice du jour, Diarasuba Bakoro, a indiqué que les femmes représentent 48% de la population active. Selon elle, il y a une nécessité d'inclusion véritable de la femme dans la société. Il faut leur permettre d'exprimer leur savoir-faire et leur savoir-être. Représentant la ministre Nassene Batouré, patronne du forum, Couton félicité a exprimé sa reconnaissance et son engagement à la Jeune Chambre internationale Émeraude. Le ministère accompagne ces femmes en mettant à la disposition à la fois des fonds, mais aussi en assurant leur formation pour qu'elles deviennent de plus en plus des femmes entreprenantes, des femmes entrepreneurs qui comptent dans le dispositif économique de notre pays. Selon Lauriane Dalmeida, à travers la formation, la femme investit sur elle-même afin de devenir un modèle d'inspiration pour la future génération. Je suis là pour servir la cause des femmes, tout simplement, et pour représenter Madame Diop Cissé dans le service de cette cause également. Je suis aujourd'hui à ce forum juste pour pouvoir avoir plus de connaissances concernant le leadership féminin. Les modules de formation des ateliers avaient pour thème leadership politique et autonomisation des femmes. Femmes et entrepreneuriat, quelles compétences nécessaires pour le succès, femmes de pouvoir et gestion de foyer et autonomisation de la femme, opportunités de financement. Depuis quelques mois en Côte d'Ivoire, la caravane zéro consommation d'alcool par les élèves de l'ONG lutte contre les consommations abusives d'alcool en Côte d'Ivoire sillonne différentes communes du pays. Cette caravane veut prévenir et lutter efficacement contre les fléaux qui minent le milieu scolaire tels que la consommation de l'alcool. Elle était récemment dans la ville de Mans, dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Abel Kwao dans un récit de Daniel Kodjo. Nous sommes à l'hôtel communal de Mans pour une conférence avec les élèves portant sur la nature chimique de l'alcool et ce que l'alcoolisme entraîne chez l'homme de façon générale. Une conférence suivie d'échanges qui a permis aux élèves de la ville de prendre conscience du fléau qu'est l'alcoolisme. Ils ont marqué leur fort intérêt pour ces enseignements et se sont engagés à adopter des comportements plus responsables. Cette participation à cette conférence m'a permis de savoir que l'alcool est un élément dangereux pour la vie. Et moi aussi, je prends l'engagement de ne pas toucher avant l'âge de 18 ans et après aussi. Je pense bien que déjà à Mans, c'était un vrai succès. Il s'est agi également au cours de cette caravane de renforcer les capacités non seulement des autorités locales, mais aussi des forces de l'ordre, du personnel éducatif et des ménages afin qu'ils puissent mener la lutte contre l'alcoolisme des mineurs dans la cité du Tonkwi.
Je suis heureux d'avoir participé à cette rencontre qui on ne peut plus enrichissante. Les entreprises MIB et MIBEM soutiennent l'action de l'ONG El Kassi. Nous avons décidé d'accompagner l'ONG El Kassi dans son projet de lutte contre l'alcoolisme au sein des mineurs. Ayant vu la chose bonne, un dîner-débat avec les autorités de la ville a clôturé l'événement. Un plaidoyer en faveur de l'application de la loi numéro 64-293 du 1er août 1964 de l'article 83 à l'article 88 du Code civil ivoirien. Et rendons-nous à présent à San Pedro où la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble est promue. Récemment, les populations ont été mobilisées à la cause grâce au concours Culture Vision, un concours qui vise à promouvoir la paix dans la cité. Le reportage de Abel Kwao dans un commentaire de Betty Kwaku. Prévenir les conflits, désamorcer les violences intercommunautaires, dissuader les va-t-en-guerre et instaurer un esprit de convivialité au sein de la population en dénonçant les dérives qui rendent impossible le vivre ensemble et en proposant des pistes pour le renforcement de la cohésion sociale. Voici les objectifs du concours Culture Vision 2021. Cette activité socio-éducative pour la promotion de la paix et la cohésion a été initiée par le club UNESCO Paix et Développement. La finale de Culture Vision 2021 du club UNESCO a vu la présence des populations et des autorités administratives de la cité balnéaire. Ce concours du meilleur messager de paix à travers des sketchs, contes animés et reportages de journalistes en herbe a été rehaussé par l'artiste humoriste Le Magnifique. En tant qu'artiste déjà, nous, pour pouvoir travailler, il faut la paix. C'est quand il y a la paix qu'on organise des activités et puis on invite les artistes. Donc partout où on prend la paix, je suis là-bas. Culture Vision 2021 qui a permis d'instruire les populations de San Pedro sur les attitudes et les comportements favorables au vivre ensemble a été remporté par le groupe Les Chérubins de Guironyapao. Pour le responsable du groupe, Nyepa Yuku Ferdinand, il n'y a pas de paix sans sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de paix. Donc il faut que tout un Ivoirien essaie de faire un sacrifice pour qu'il y ait la paix entre lui et son prochain. Béouli Tetiali Gaston, président du club UNESCO Pays Développement de San Pedro, a appelé à la paix dans toutes les actions. Les Ivoiriens ont besoin de la paix. Chaque Ivoirien a besoin de profiter amplement de la politique et des moyens de développement qui sont mis à la disposition. Le club UNESCO Paix et Développement est une organisation non gouvernementale créée en avril 2009 à San Pedro. Sa mission consiste à faire la promotion de la paix et de l'éducation des adultes à travers l'enseignement général. Plus de 300 hommes et femmes bénéficient chaque année de ces prestations. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de prendre soin de vous. Au revoir.